Noël, à Sokoto, des missiles américains ont déchiré le ciel. Alors que les familles se réunissaient pour l'office de minuit, des drones tournèrent déjà. 3 frappes ont visé un complexe, puis un hub logistique, puis une tour de communication, et les vitres ont cédé avant même le bruit. Les autorités américaines parlaient de coordination, mais à Abuja, la question devenait brûlante. Qui décide, quand et à quel prix, si même le président Tinubu n'est pas pleinement informé, et si Ibrahim Traoré observe la scène? Ce soir-là, l'Afrique comprend que le précédent compte plus que la cible, et que le silence n'est plus une option. Cette histoire promet une chose précise: comprendre comment une frappe présentée comme antiterroriste a déplacé le centre de gravité du pouvoir décisionnel en Afrique de l'Ouest. Pour le spectateur, le gain est clair: lire les signaux avant qu'ils ne deviennent des crises. L'enjeu dépasse Sokoto et dépasse Noël. Il touche à la souveraineté opérationnelle, à la crédibilité des partenariats sécuritaires et à la frontière floue entre coopération et contrainte. Ce récit ne cherche ni l'indignation facile, ni l'héroïsation. Il suit les faits, les réactions, puis les conséquences mesurables, en séparant ce qui a été dit de ce qui a été fait. Quand une action militaire survient sans consentement explicite, la question centrale n'est pas seulement l'efficacité tactique, mais le précédent stratégique qu'elle installe. C'est là que le fil se tend. Ce qui est toléré une fois devient une option la fois suivante. En filigrane, une promesse s'impose. À partir d'indices et de chronologies recoupées, le récit montrera comment des décisions prises en quelques minutes réorganisent des mois de diplomatie. Et pourquoi des dirigeants régionaux, dont Ibrahim Traoré, lisent cet épisode comme un test, pas comme un accident. En quelques minutes, tout a basculé. 3 frappes en moins de 10 minutes, menées la nuit de Noël, sans validation politique complète. Ce détail chiffré suffit à expliquer pourquoi l'épisode a immédiatement quitté le registre du fait divers militaire. Avant cette nuit-là, la coopération sécuritaire entre Washington et Abuja reposait sur des protocoles implicites. Après, elle était publiquement remise en question, non sur l'objectif, mais sur la méthode. Le contexte est essentiel, mais il doit être resserré. Depuis des années, le nord du Nigeria vit sous la pression de groupes armés affiliés à l'État islamique et la présence américaine s'inscrit officiellement dans un cadre d'assistance antiterroriste. Des drones opèrent, des renseignements circulent, des exercices conjoints ont lieu. Rien de nouveau en apparence. Pourtant, dans les semaines précédant Noël, des analystes nigérians avaient noté des changements. Trajectoire de drones de gouvernement plus longue, silence radio inhabituel, absence d'échange de coordination habituelle. Ces signaux faibles n'ont pas déclenché d'alerte politique majeure. La nuit du 25 décembre transforme ces signaux en fait accompli. Les frappes les sont précises, rapides, techniquement efficaces, mais elles interviennent sans feu vert explicite du sommet de l'État nigérian. C'est ce décalage, plus que l'explosion elle-même, qui crée la rupture. La souveraineté cesse d'être un concept juridique abstrait. Elle devient une question vécue, mesurable, ressentie dans les hôpitaux, les quartiers déplacés, les couloirs du pouvoir. À ce moment précis, l'affaire dépasse le Nigeria. Dans le Sahel, des dirigeants suivent chaque déclaration. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, ne lit pas cet épisode comme une exception, mais comme un indicateur. Si une telle action est possible ici, elle l'est ailleurs. Le mini-révélateur n'est donc pas la frappe, mais ce qu'elle révèle, un test des limites, observé bien au-delà de Sokoto. Pour comprendre l'impact immédiat, il faut suivre un fil humain plutôt qu'un communiqué. À Sokoto, ce sont d'abord des responsables locaux, des médecins et des officiers intermédiaires qui deviennent les guides involontaires de l'histoire. À l'hôpital le plus proche des zones touchées, les blessures ne relèvent encore pas d'un champ de bataille classique. Fractures causées par des ondes de choc, crise cardiaque liée à la panique, familles déplacées en quelques heures. Rien de stratégique ici, tout est concret. Pour illustrer cela, prenons un premier exemple. Une école située à moins d'1 kilomètre d'un point d'impact. Elle était vide uniquement parce que les vacances de Noël avaient commencé. Ce détail banal en apparence change la lecture de l'événement. La frappe n'a pas provoqué de victimes scolaires, mais elle a frôlé cette possibilité.
L'absence de drame devient un facteur de gravité, pas de soulagement. Un second exemple permet de saisir l'enjeu. Au sein des forces armées nigérianes, des unités de défense aérienne apprennent les frappes après coup. Aucun radar activé, aucun appareil décollé. Pour les officiers concernés, ce n'est pas seulement un incident diplomatique, c'est une mise à l'écart opérationnelle. Le message implicite est plus lourd que l'explosion. L'initiative n'était pas partagée. Ces récits précoces expliquent pourquoi la réaction officielle privilégiera le contrôle et la retenue. Avant toute note diplomatique, il faut éviter que la peur ne se transforme en chaos intérieur. La stabilité devient la première réponse car la panique peut fracturer ce que les missiles n'ont pas détruit. Au fond, retenons ceci, la souveraineté se mesure d'abord dans l'instant vécu. La séquence des événements s'enclenche en 3 temps nets, presque mécaniques. Activation, point culminant, puis onde de choc. Tout commence avant même que la première explosion ne soit entendue. Dans les semaines précédant Noël, l'activité aérienne change subtilement au-dessus du nord du Nigeria. Les drones américains prolongent leur rotation, les schémas de vol se modifient, certaines communications se taisent. Ces indices existent, mais ils restent techniques, confinés aux cercles militaires intermédiaires. L'activation est silencieuse. Puis vient la nuit du 25 décembre. À quelques minutes de minuit, la première frappe atteint un complexe isolé présenté comme lié à des affiliés de l'État islamique. L'explosion est visible à plusieurs kilomètres. Les vitres cèdent avant que le son n'arrive. Moins de 10 minutes plus tard, une seconde frappe vise un hub logistique. La troisième neutralise une tour de communication. Le point culminant n'est pas la violence brute, mais la vitesse. Tout est terminé avant qu'une chaîne de décision nationale ne puisse réagir. Aucun avion nigérian ne décolle. Aucun système de défense n'est activé. L'action est close avant que le débat ne commence. Dans l'heure qui suit, le récit officiel américain se met en place. Une déclaration brève évoque une mission coordonnée et une action nécessaire contre le terrorisme. Sur les réseaux sociaux, un message du président américain parle d'un cadeau de Noël pour la justice. Les mots circulent plus vite que les clarifications. À Abuja, une autre chronologie apparaît. Des responsables confirment que le président Bola Ahmed Tinubu et son conseiller à la sécurité nationale n'ont pas donné d'autorisation explicite. L'écart entre les deux récits devient le cœur du problème. Les ondes de choc s'étendent immédiatement. À Sokoto, des familles quittent leur quartier par précaution. Les hôpitaux traitent des blessés liés à la panique et aux débris. Plus d'une centaine de personnes sont déplacées. Ce ne sont pas des chiffres de guerre, mais ils suffisent à ancrer l'événement dans la vie civile. Dans les rédactions internationales, la couverture devient continue. Des titres parlent de lignes franchies, non seulement militaires, mais morales. À Abuja, la réaction se structure en temps réel. Le silence est d'abord stratégique. Le président s'adresse à la nation avec un ton mesuré, appelant au calme et à l'unité entre communautés chrétiennes et musulmanes. Cette retenue n'est pas une faiblesse, elle prépare la suite. Rapidement, un message clair est formulé. Aucun État n'a le droit de frapper le sol nigérian sans consentement. La souveraineté est énoncée sans menace, mais sans ambiguïté. Au-delà du Nigeria, l'épisode est scruté avec attention. À Addis Abeba, au sein de l'Union africaine, des consultations discrètes s'accélèrent. Dans le Sahel, des dirigeants interprètent la séquence comme un signal. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, suit chaque étape et y voit la confirmation d'un risque déjà identifié, celui d'une normalisation des actions unilatérales sous couvert de lutte antiterroriste. La déclaration publique viendra plus tard, mais la lecture est immédiate. Puis vient l'après-coup, lorsque les répercussions commencent à se faire sentir. Des notes diplomatiques sont préparées, des questions juridiques émergent. Les mots partenariat et autorisation cessent d'être interchangeables. Ce qui a commencé comme une opération ciblée devient un précédent débattu à l'échelle continentale. La ligne du temps est claire, activation discrète, frappe fulgurante, puis réorganisation politique. Et c'est dans cette dernière phase que le véritable impact commence à se faire sentir. Avant cette nuit-là, la présence sécuritaire étrangère au Nigeria suivait un schéma connu. Après-main, elle révélait une rupture opérationnelle nette. La base de référence était une coopération antiterroriste avec coordination politique implicite.
Le changement tient à une action exécutée sans consentement explicite au sommet de l'État. Cette bascule structure toute la lecture des chiffres disponibles. Pour commencer, un premier élément retient l'attention, 3 frappes concentrées sur une fenêtre extrêmement courte. Autrement dit, la concentration des frappes réduit toute possibilité de réaction institutionnelle coordonnée. Ce nombre n'est pas anodin. 3 impacts successifs signifient une planification complète, pas une improvisation. Cela indique que la chaîne de décision était fermée avant l'exécution et que l'opération ne dépendait pas d'un ajustement en temps réel avec les autorités locales. Avant, la coopération supposait l'échange. Après, elle a fonctionné en circuit autonome. Un deuxième élément est tout aussi parlant, moins de 10 minutes entre la première et la dernière explosion. Autrement dit, une telle rapidité empêche toute validation politique ou militaire nationale intermédiaire. Ce délai extrêmement court transforme la frappe en fait accompli. Même un appareil étatique réactif ne peut ni vérifier, ni contester, ni suspendre une opération déjà terminée. La donnée temporelle devient ici une donnée de pouvoir. Celui qui contrôle le rythme contrôle l'issue. La vitesse agit comme un multiplicateur d'asymétrie. Enfin, un troisième élément complète le tableau. Plus de 100 personnes déplacées dans les heures suivantes. Autrement dit, le déplacement civil traduit un impact sécuritaire réel, même sans perte massive. Ce chiffre reste modeste comparé à des conflits ouverts, mais il suffit à prouver que l'effet n'est pas uniquement symbolique. Des familles quittent leurs habitations, des quartiers se vident temporairement, des hôpitaux traitent des blessures liées à la panique. Le delta n'est pas militaire, il est social et politique. Ces 3 mesures, prises ensemble, racontent une histoire cohérente. Avant, la lutte antiterroriste se présentait comme un partenariat fondé sur l'assistance et l'accord mutuel. Après, elle apparaît capable de fonctionner sans validation locale, dès lors qu'une puissance estime l'urgence suffisante. Le passage de la coopération à l'unilatéral n'est pas déclaré, il est démontré par les faits. La réaction nigériane confirme cette lecture quantitative. L'absence d'activation des systèmes de défense aérienne n'indique pas une incapacité technique, mais une exclusion décisionnelle. Aucun radar n'a été mobilisé, aucun avion n'a décollé, non par faiblesse, mais par ignorance opérationnelle. Le chiffre manquant ici est révélateur, 0 autorisation explicite. À l'échelle régionale, ces données sont interprétées avec attention. Pour des dirigeants sahéliens déjà méfiants vis-à-vis des cadres sécuritaires occidentaux, les chiffres valent preuve. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, aligne ses indicateurs avec ses propres analyses. Rapidité extrême. Absence de consentement, effet civil immédiat. Pris ensemble, ils dessinent un modèle, pas une exception. La quantification ne dramatise pas l'événement, elle le clarifie. 3 frappes, en moins de 10 minutes, provoquant plus d'une centaine de déplacements civils, suffisent à démontrer que le débat central n'est pas l'efficacité tactique. Il porte sur la redéfinition silencieuse des règles. Et lorsque les règles changent sans être annoncées, ce sont les chiffres qui parlent en premier. L'argumentation opposée mérite d'être présentée avec rigueur, car elle structure le débat international. Premier argument, l'urgence antiterroriste. Selon cette lecture, la rapidité de l'action est une nécessité opérationnelle. Les groupes armés exploitent les délais, déplacent leurs cibles et se fondent dans les zones civiles. Attendre une validation politique complète, surtout lors d'une nuit fériée, ferait perdre l'avantage et mettrait des vies en danger. Dans ce cadre, la frappe est présentée comme une extension pragmatique d'un partenariat existant où la finalité sécuritaire prime sur la procédure. Deuxième argument, l'efficacité mesurée. Les frappes ont été ciblées, limitées et n'ont pas déclenché d'escalade militaire directe. Aucun affrontement prolongé, aucune riposte armée, pas de pertes massives rapportées. Pour les défenseurs de cette position, le résultat compte davantage que la forme. L'action aurait neutralisé des capacités hostiles sans plonger la région dans une spirale de violence. Dans cette logique, l'opération serait un mal nécessaire dans un environnement où les menaces évoluent de plus vite que les cadres diplomatiques. Ces 2 arguments sont cohérents sur le plan tactique, mais ils se heurtent à une objection centrale, fondée sur les faits du dossier. La lutte contre le terrorisme ne suspend pas la souveraineté, elle s'exerce à l'intérieur de celle-ci. Le problème n'est pas l'objectif poursuivi,
mais le précédent créé. Une action menée sans consentement explicite transforme une coopération en permission implicite et une permission implicite en habitude. L'efficacité à court terme masque un coût structurel. Lorsque les partenaires découvrent une opération après son exécution, la confiance se dégrade. Or, sans confiance, le partage de renseignements devient plus lent, plus fragmenté, plus conditionnel. Ce paradoxe affaiblit précisément l'objectif antiterroriste invoqué. La rapidité d'une frappe peut neutraliser une cible, elle peut aussi rigidifier des relations pendant des années. De plus, l'argument de l'absence d'escalade immédiate est trompeur. L'escalade n'est pas toujours militaire. Elle peut être politique, juridique ou symbolique. En Afrique, où l'histoire des interventions extérieures est encore vive, chaque action unilatérale réactive des mémoires collectives. Ce contexte amplifie l'impact d'un geste qui, ailleurs, pourrait rester marginal. La réponse au Stillman est donc simple. La sécurité durable ne repose pas uniquement sur la vitesse ou la précision, mais sur la légitimité perçue. Sans cette légitimité, même une opération réussie tactiquement fragilise l'architecture qu'elle prétend protéger. Le précédent devient la véritable cible. À mi-parcours, la compréhension change d'échelle. Jusqu'ici, l'attention portait sur la frappe, son timing, ses effets immédiats. Désormais, le centre de gravité se déplace vers ce qu'elle autorise pour l'avenir. Une action unilatérale, tolérée une fois, cesse d'être une anomalie, elle devient une option intégrée au calcul stratégique. Ce basculement est silencieux, mais il est décisif. C'est ici que l'épisode nigérian cesse d'être national. Dans les capitales africaines, les analystes ne dissèquent plus seulement les explosions, mais la réaction. Le message transmis par Abuja n'est pas agressif, mais il est ferme. Coopération ne signifie pas délégation automatique. Cette nuance posée publiquement redéfinit les termes du partenariat. Elle oblige chacun à préciser ce qui relevait jusque-là de l'implicite. Pour des dirigeants sahéliens déjà engagés dans une remise en question des cadres sécuritaires hérités, ce moment agit comme un révélateur. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, lit ce point médian comme une alerte stratégique. Ce qui se joue n'est pas la nuit de Noël, mais la normalisation possible d'interventions sans aval politique local. La question n'est plus « pourquoi cette frappe ?», mais « combien d'autres pourraient en suivre ?» À partir de là, le débat change de nature. Il ne s'agit plus de condamner ou d'approuver une opération passée, mais d'empêcher qu'un précédent ne devienne une règle tacite. La suite de l'histoire dépendra moins des missiles que des lignes rouges désormais tracées. Les conséquences concrètes se déploient différemment selon les acteurs, mais elles convergent vers un même point, la clarification forcée des règles pour l'État nigérian d'abord. À court terme, l'épisode impose une reprise en main institutionnelle. Des notes diplomatiques sont transmises, des protocoles réexaminés et une ligne officielle est formulée publiquement. Le consentement n'est pas présumé. Cette affirmation ne rompt pas les partenariats, elle les redéfinit. À moyen terme, l'État investit davantage dans la traçabilité décisionnelle afin que plus aucune opération ne puisse se dérouler sans visibilité politique. La conséquence n'est pas l'isolement, mais la formalisation. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'effet est plus discret, mais réel. Les frappes n'ont pas visé des infrastructures commerciales, pourtant l'incertitude sécuritaire pèse immédiatement sur les décisions. Des assurances réévaluent leurs primes, des opérateurs logistiques ajustent leurs routes, des investisseurs demandent des garanties supplémentaires. Même sans perte matérielle majeure, la perception du risque augmente. Cette hausse est marginale, mais elle suffit à ralentir certains projets et à rappeler que la stabilité repose autant sur la prévisibilité politique que sur l'absence de violence. Du côté des citoyens, l'impact est d'abord psychologique et social. Les déplacements temporaires, les nuits sans sommeil, la peur diffuse d'une répétition possible modifient la relation à l'État et à ses partenaires. La question posée dans les foyers n'est pas géopolitique, elle est simple. Qui protège le ciel ? Lorsque la réponse semble floue, la demande de clarté devient plus forte. Cette pression populaire explique en partie le ton mesuré mais ferme adopté par les autorités. Rassurer sans provoquer, affirmer sans escalader. À l'échelle régionale enfin, les répercussions sont stratégiques. Dans le Sahel et au-delà, l'épisode est analysé comme un cas d'école.
Des capitales comparent leurs propres arrangements sécuritaires, identifient des zones grises et s'interrogent sur leur capacité à dire non. L'Union africaine s'exprime non pour condamner une puissance, mais pour rappeler un principe. Dans ce contexte, des dirigeants comme Ibrahim Traoré inscrivent l'événement dans une trajectoire plus large, celle d'une autonomie sécuritaire accrue. Pour eux, la conséquence majeure n'est pas la frappe, mais l'accélération d'initiatives régionales visant à réduire la dépendance opérationnelle. Ces 4 niveaux d'impact se renforcent mutuellement. L'État formalise, l'économie ajuste, la société exige, la région anticipe. Aucun de ces mouvements n'est spectaculaire isolément, mais ensemble, ils modifient le paysage. Le précédent cesse d'être théorique. Il produit des effets mesurables sur les décisions quotidiennes. La question qui reste en suspens est donc précise. Ces conséquences suffiront-elles à verrouiller durablement les règles ou ne feront-elles que préparer le terrain à la prochaine exception ? La suite prolonge naturellement cette analyse. À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Aucune n'est certaine, mais chacune éclaire des choix déjà en cours. Le scénario le plus probable serait celui d'une formalisation prudente. Les partenariats sécuritaires sont morts, sont maintenus, mais réécrits. Des protocoles plus explicites encadrent la coordination, les notifications et les validations politiques. Les canaux militaires restent actifs, toutefois assortis de garde-fous procéduraux. Ce scénario stabilise la relation sans la transformer en profondeur. Il réduit le risque de surprise sans éliminer les zones grises. La souveraineté est mieux balisée, pas entièrement blindée. Dans une version plus favorable, on verrait plutôt une autonomie coordonnée. L'épisode sert de catalyseur. Les États africains accélèrent des mécanismes régionaux de surveillance de l'espace aérien, de partage du renseignement et d'alerte précoce. Les partenaires extérieurs s'alignent sur ces cadres, acceptant une gouvernance plus multilatérale. La coopération gagne en légitimité ce qu'elle perd en vitesse brute. Les décisions prennent parfois plus de temps, mais elles sont mieux acceptées et plus durables. La sécurité devient un bien coproduit, pas une prestation déléguée. A l'inverse, le scénario le plus inquiétant serait celui d'une normalisation de l'exception. Faute de règles contraignantes, l'unilatéral s'installe par répétition. Chaque opération est justifiée au cas par cas, au nom de l'urgence. Les partenaires locaux découvrent les faits après coup, puis s'habituent. La confiance s'érode, le partage du renseignement se fragmente et les réactions politiques deviennent plus imprévisibles. Ce scénario accroît les risques d'incidents diplomatiques, voire de confrontations indirectes, sans améliorer la sécurité de fond. Quel que soit le chemin, une recommandation de méthode s'impose. Penser en amont plutôt qu'en réaction. Les États qui clarifient aujourd'hui leurs lignes rouges, leurs procédures et leurs mécanismes de contrôle réduisent de demain le coût politique d'une crise. Il ne s'agit pas d'opposer efficacité et souveraineté, mais d'aligner les deux par des règles lisibles. Là où les règles sont floues, la vitesse gagne, là où elles sont claires, la légitimité protège. La décision n'est pas binaire. Elle se joue dans la précision des accords, la transparence des chaînes de décision et la capacité à dire oui ou non sans ambiguïté. Les 6 à 12 prochains mois diront si l'épisode a servi d'alerte utile ou de précédent discret. À ce stade, l'histoire touche directement le spectateur, non comme observateur lointain, mais comme acteur indirect. L'impact n'est pas abstrait, il se décline selon les positions sociales, professionnelles et citoyennes, et il pose une question simple. Que change ce précédent dans la vie ordinaire ? Pour un citoyen attentif à l'actualité, l'effet premier est cognitif. La perception de la sécurité évolue. Une frappe lointaine, décidée ailleurs, rappelle que les équilibres reposent sur des accords invisibles. Lorsque ces accords sont contournés, la confiance se fragilise. Le spectateur n'est pas confronté à une menace immédiate, mais à une incertitude accrue, celle qui nourrit les rumeurs et accélère les peurs. Comprendre les mécanismes permet ici de reprendre un minimum de contrôle intellectuel. Pour les professionnels de la sécurité, de la diplomatie ou des médias, l'impact est plus opérationnel. Les mots employés comptent davantage.
Parler de coordination ou de consentement n'est plus interchangeable. Chaque terme engage une responsabilité. L'épisode oblige à relire les cadres existants, à identifier les zones grises et à anticiper les interprétations divergentes. Une vigilance accrue devient une compétence, pas une posture idéologique. Pour les membres de la diaspora africaine, le lien est émotionnel et symbolique. Les débats sur la souveraineté résonnent avec des expériences historiques et familiales. L'événement sert de point d'ancrage à des discussions plus larges sur la place du continent dans les rapports de force mondiaux. Ce n'est pas une colère spontanée, mais une interrogation persistante sur la dignité et la voix collective. Face à ces impacts, 2 gestes concrets suffisent à réduire la distance entre l'analyse et l'action. D'abord, privilégier l'information vérifiée et contextualisée plutôt que les réactions instantanées. Ensuite, soutenir les espaces de débat qui distinguent critique des faits et rejet émotionnel. Ces gestes sont modestes, mais ils renforcent une chose essentielle, la capacité à penser la souveraineté sans céder à la peur. Ce récit n'impose pas une position, il invite à une lecture active. La compréhension n'empêche pas les chocs, mais elle limite leur pouvoir de désorientation. Et dans un monde où les décisions rapides façonnent des réalités durables, cette lucidité devient une forme de résilience. La sortie durable de ce type de crise passe par une feuille de route lisible, séquencée et mesurable. Elle ne vise pas la rupture, mais la maîtrise. Pour avancer, une étape 1 s'impose, à savoir clarification juridique immédiate. Concrètement, cela relève de les exécutifs nationaux via leur ministère des Affaires étrangères et de la Défense. Et cela se joue dans les semaines suivant l'incident. Il s'agit de formaliser par écrit les conditions exactes de consentement, de notification et de suspension des opérations conjointes. On pourra le mesurer par existence de protocoles signés et publiés, remplaçant les accords tacites. Pour avancer, une étape 2 s'impose, à savoir verrouillage décisionnel opérationnel. Cela concerne états-majors nationaux et conseils de sécurité. Et cela se joue à court terme, avant tout nouvel engagement conjoint. Il s'agit de instaurer une chaîne de validation unique pour toute action cinétique sur le territoire national, incluant une traçabilité temporelle. On pourra le mesurer par capacité à prouver a posteriori l'autorisation explicite à chaque niveau. Pour avancer, une étape 3 s'impose, à savoir coordination régionale renforcée. Cela concerne organisation régionale et Union africaine, et cela se joue à moyen terme. Il s'agit de créer des mécanismes partagés d'alerte et de surveillance de l'espace aérien afin de réduire l'asymétrie d'informations. On pourra le mesurer par exercices conjoints régionaux et échanges de données structurés. Pour avancer, une étape 4 s'impose, à savoir rééquilibrage des partenariats extérieurs. Cela concerne chefs d'État et diplomatie, et cela se joue sur un horizon de 6 à 12 mois. Il s'agit de renégocier les cadres de coopération pour y intégrer des clauses de respect procédural non négociables. On pourra le mesurer par intégration de ces clauses dans les accords existants. Pour avancer, une étape 5 s'impose, à savoir alignement politique et narratif. Cela concerne dirigeants nationaux. Et cela se joue en continu. Il s'agit de porter un discours cohérent liant sécurité et souveraineté sans escalade. On pourra le mesurer par constance des positions publiques et réduction des incidents. Dans cette logique, des voix comme celle d'Ibrahim Traoré jouent un rôle d'aiguillon politique. Elle rappelle que la crédibilité d'une feuille de route dépend autant de sa clarté que de la volonté de l'appliquer. La solution n'est ni improvisée ni symbolique. Elle est procédurale, collective et assumée. Le fil émotionnel se referme là où il avait commencé, dans ces détails ordinaires qui rendent un événement politique tangible. L'école proche de la zone de frappe, vide par hasard, redevient un symbole. Non pas de chance mais de seuil. Ce seuil où une société comprend qu'elle a frôlé quelque chose d'irréversible et que l'absence de victime ne doit pas masquer la présence d'un avertissement. Le rappel est volontaire. Les blessures soignées à l'hôpital de Sokoto, les familles déplacées pour une nuit ou pour plusieurs jours, les officiers découvrant l'opération après son exécution, ces images n'étaient pas des parenthèses, elles forment le cœur de la prise de conscience. La souveraineté n'est pas seulement une clause juridique, elle se vit dans la capacité à anticiper, à décider et à expliquer. C'est ici que les prises de parole régionales trouvent leur résonance.
Quand Ibrahim Traoré évoque un signal plutôt qu'une erreur, il s'adresse à cette mémoire collective des seuils franchis sans débat. Son message n'est pas belliqueux, il est préventif. Il insiste sur la nécessité de lire les signes avant qu'ils ne deviennent des habitudes. Le retour au motif initial donne sa cohérence à l'ensemble. Ce n'est pas l'explosion qui marque, mais ce qu'elle oblige à clarifier. Une nuit suffit parfois à révéler des fragilités longtemps ignorées. Un précédent ignoré devient toujours une règle subie. La conclusion n'appelle ni slogan ni injonction. Elle ouvre un espace de réflexion partagée. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse un pays, une opération ou une administration. Cela touche à la manière dont les règles sont posées, acceptées ou contournées dans un monde où la vitesse précède souvent la délibération. La question centrale reste ouverte. Comment concilier l'exigence de sécurité avec le respect explicite de la souveraineté sans glisser vers l'unilatéral par habitude ? Les réponses ne seront ni uniformes ni immédiates. Elles dépendront des choix politiques, de la clarté des accords et de la vigilance des sociétés civiles. À l'échelle symbolique, l'épisode rappelle que les partenariats durables se construisent sur la transparence, pas sur le fait accompli. À l'échelle sociale, il montre que les citoyens ne sont pas indifférents aux règles invisibles qui gouvernent leur sécurité quotidienne. Et à l'échelle régionale, il suggère que la discussion collective est devenue inévitable. La réflexion peut continuer ici. Quels principes devraient être non négociables lorsqu'une puissance extérieure agit au nom de la sécurité ? Où tracer la ligne entre coopération légitime et contrainte silencieuse ? Le débat mérite d'être posé calmement, sans peur et sans simplification. La suite dépendra de cette conversation, pas seulement entre États, mais entre citoyens informés, capables de distinguer l'urgence réelle du précédent dangereux.